Comment optimiser nos investissements immobiliers, notamment grâce à la SCI? Bonjour, je suis Détélina Duteil, investisseur immobilier et coach, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel rendez-vous sur ma chaîne Business We Like dédiée au développement de votre patrimoine, croissance, mindset d'investisseur pour vous créer une vie sur mesure. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un invité de marque. Il s'agit de Dimitri Boujard, qui est expert en droit immobilier, fiscalité immobilière et droit bancaire. Bonjour Dimitri. Bonjour Détélina, merci de ton accueil. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je Je t'en pense prie. que tu es la bonne personne pour dissimuler les doutes, pour nous répondre sur toutes les questions liées à la SCI. Dans les milieux d'investisseurs, il y a beaucoup de fausses idées, fausses croyances qui circulent sur la SCI et je suis ravie de pouvoir te poser un certain nombre de questions afin que tu puisses nous éclairer et surtout nous dire comment il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire et dans quel cas il est judicieux de créer une SCI. Mais je te Tout à fait. propose d'abord de commencer par te présenter. Merci Détélina. Donc, bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je suis Dimitri Boujard, avocat au barreau de Paris depuis 1995. Je suis expert en droit immobilier, fiscalité immobilière et droit bancaire et je suis surtout également investisseur immobilier depuis une vingtaine d'années. J'ai testé déjà pas mal de choses, la location nue, la location meublée, la colocation, la location courte durée, les SCI, IR, IS. Donc, j'ai fait pas mal de choses et je suis également conférencier professionnel dans de nombreux séminaires immobiliers. Aujourd'hui, le sujet de mon intervention, à la demande de Détélina, est la société civile immobilière. Donc, j'espère être en mesure de répondre à un maximum des questions que se posent le plus souvent les investisseurs. Et j'en profiterai pour rebondir et je donnerai 2 ou 3 exemples de ce que j'appelle les fausses bonnes idées dans l'immobilier appliquées à la société civile immobilière, si tu le veux bien. Absolument. Donc, je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Dans quel cas faut-il ou pas créer une SCI? Effectivement, la question se pose souvent pour de nombreux investisseurs, tout simplement parce que la société civile immobilière est à la mode. Elle est à la mode depuis maintenant, je dirais, allez, facilement 6 ou 7 ans. Lorsque j'ai créé ma première société civile immobilière en 2001 pour acheter mon premier bien, donc je ne dis pas qu'il faut commencer par une SCI pour acheter son premier bien, je vous relate juste ma modeste expérience. Je l'ai fait sur les conseils d'un ami à l'époque, agent immobilier de surcroît. Et bien, en 2001, la SCI était encore un sujet un petit peu confidentiel, quasiment. Maintenant, grâce à l'essor des réseaux sociaux et à l'essor de l'engouement pour l'investissement immobilier, la SCI est devenue un petit peu la société qui est présentée parfois à tort, à mon sens, comme l'arme ultime pour investir dans l'immobilier locatif, le secret des riches, etc. Il faut un petit peu démystifier tout ça. Tout le monde n'a absolument pas besoin d'une SCI. Et j'en reviens à ta question. Dans quel cas faut-il ou non créer une SCI? Je vais vous donner des grandes pistes qui, je l'espère, vous aideront à aiguiller vos réflexions. Première hypothèse, vous voulez investir dans l'immobilier pour vous créer des revenus immédiats, par exemple en complément, voire dans certains cas en remplacement à court terme, entre 2 à 5 ans, de vos revenus professionnels. Dans ce cas précis, évidemment, à mon avis, il ne faut pas créer de société civile immobilière. Et ce, pour une raison simple. La société civile immobilière est une structure à part entière. Donc, vous aurez votre patrimoine, tout ce que vous détenez en nom propre, et vous aurez une société civile immobilière qui est dotée d'une personnalité juridique distincte et qui a son propre patrimoine d'affectation. Ce qui signifie
que tout ce qui appartient à la société civile immobilière ne vous appartient pas en direct. Cela vous appartient par l'interposition de la société civile immobilière. Et donc, dans ce cas, que va-t-il se passer? C'est que les loyers qui vont être perçus grâce aux biens achetés par la société civile immobilière vont tomber sur le compte de la société civile immobilière et non pas directement sur votre compte personnel. Et pour diverses raisons sur lesquelles je vais revenir un peu plus loin dans la fiscalité, vous ne pourrez pas percevoir immédiatement cet argent. Donc là, tout de suite, c'est une grosse croix pour moi. Vous voulez des revenus complémentaires immédiats pour améliorer, par exemple, votre train de vie, c'est-à-dire ce que j'appelle les consommer. Ne commencez pas par vous lancer dans la société civile immobilière. Première piste. Deuxième piste, vous avez, par exemple, une situation stable, vous avez entre 40 et 50 ans avec des enfants déjà propriétaires de la résidence principale, tout va bien, et vous souhaitez, par exemple, investir dans l'immobilier pour vous constituer des revenus, mais plutôt dans la perspective d'un complément de retraite ou de la constitution de patrimoine pour sécuriser l'avenir de vos enfants, ce qui est tout à fait louable. Eh bien, dans ce cas, l'une des pistes de réflexion à envisager est justement la société civile immobilière. Pourquoi? Parce qu'arrivé à ces âges-là, vous aurez vraisemblablement des revenus professionnels plus importants qu'à 25 ou 30 ans. Et donc, vous ne souhaitez pas forcément acheter de l'immobilier en nom propre qui va générer à brève échéance. Alors ensuite, ça dépend de pas mal de critères. Si on fait du nu, si on fait du meublé, quel type de meublé, mais qui inévitablement, à échéance de soit dans le nu 1 ou 2 ans, soit dans le meublé 5 à 10 ans, vont générer des revenus complémentaires et donc de l'imposition supplémentaire. Imposition sur laquelle vous n'aurez aucune prise. Et dans ce cas précis, il va être judicieux de s'interroger sur la constitution d'une société civile immobilière pour compartimenter justement les revenus locatifs et faire en sorte que les bénéfices qui seront à terme dégagés par la SCI n'aient aucun impact sur votre imposition personnelle tant que vous ne déciderez pas de vous verser des dividendes, par exemple. Il y a d'autres modes de rémunération, bien évidemment. Mais voilà, par exemple, deux grandes pistes à étudier suivant vos situations personnelles. Donc, il est bien possible de se rémunérer si on a des parts dans une SCI. Mais tout à fait, Détélina. Ça, Alors, tu l'as évoqué. oui, les dividendes, mais ça sera à terme. Par contre, on peut souhaiter se rémunérer, par exemple, en se versant justement, non pas ce qu'on appelle un salaire, mais des honoraires en tant que gérant de la société. Donc, c'est honoraire, le terme est aussi un petit peu impropre, mais c'est une rémunération qui sera celle de la rémunération d'un travailleur non salarié, comme un indépendant, comme un libéral. Attention cependant, vous pourrez vous verser la dite rémunération dès le début de la société, sous réserve bien sûr qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire à ce versement, mais ce versement subira des cotisations sociales en tant que gérant de la SCI. Je pars de l'hypothèse où vous êtes gérant et associé de votre propre SCI, bien sûr. Donc, subira des cotisations sociales du régime des travailleurs non salariés qui s'élèvent entre 35 à 40%, voire un peu plus, du montant que vous allez vous verser via la SCI. Donc, vous voyez, vous versez 1400 euros, vous récupérez 1000, pour faire simple. Et en plus, deuxième étape, ces 1000 euros seront imposés dans votre tranche marginale d'imposition. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que la SCI dégage beaucoup de cash flow positif, donc du cash flow net avant impôt, pour que vous puissiez vous verser une rémunération qui soit significative. Ça, c'est la deuxième façon de se reverser de l'argent. En fait, ce n'est pas une très bonne idée au final de se rémunérer. C'est plutôt, alors, disons-le, quand on veut construire un patrimoine de long terme. J'ai tendance à privilégier cette hypothèse. Tout à fait. Cela dit, Détélina, si tu as eu la chance de constituer une SCI dans laquelle tu disposes de 4, 5, je sais pas, 10 biens immobiliers et qui dégage 4, 5, 10 000 euros de cash mensuel, certains investisseurs y arrivent, mais pas en débutant. Hein. Il ne faut pas non plus s'illusionner sur la chose. C'est plutôt quand on a déjà du patrimoine en nom propre et qu'on continue à travailler pour être capable de lever de la dette. Mais ces considérations pratiques mises à part, si on arrive
à avoir une SCI qui dégage pas mal de cash, on peut très bien décider de se verser un complément de rémunération. Évidemment, comme ce sont des cotisations sociales, ça peut vous permettre aussi, dans une perspective pour ceux qui y croient encore, de cotiser pour de la retraite ou ce genre de choses si on arrête de travailler. Donc, il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. J'aime beaucoup la partie pour ceux qui croient encore à la retraite. Et oui, oui. Je pense que dans nos générations, ça devient un petit peu compliqué. Et dans la génération des trentenaires, la plupart des clients que j'ai me disent clairement, moi, j'ai investi dans l'immobilier parce que je pense que dans 20, 30, 35 ans, je n'aurai pas de retraite. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué dans les temps qui courent. Exactement. Donc ça, c'était le deuxième mode de rémunération. Souhaites-tu que je te parle d'un autre mode de rémunération? Avec plaisir. Alors, ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas vraiment un mode de rémunération à proprement parler, mais c'est un mécanisme extrêmement utile dans la société civile immobilière. C'est le mécanisme du compte courant d'associés. Que se passe-t-il? Actuellement, les banques prêtent encore très largement pour investir via des sociétés civiles immobilières. D'accord? En revanche, il est vrai aussi que les conditions de crédit se sont un peu resserrées et qu'il devient difficile, voire très rare, d'obtenir du 20 ans avec un différé de 2 ans pour le remboursement, avec une banque finançant en plus non seulement le bien, mais les travaux et aussi les frais de notaire, ce qu'on appelle du 120, du 130%. Dans cette hypothèse, la banque vous dira peut-être amen pour les premières conditions que j'ai énoncées, mais sur le financement de la globalité de l'opération, il y a très peu de chances qu'elle soit d'accord. Elle va donc vous demander de faire de l'apport. Et cette fois-ci, contrairement à un apport lorsqu'on le réalise en nom propre, l'apport va se réaliser via ce qu'on appelle un compte courant d'associés. Vous allez donc prêter votre propre argent à votre propre société civile immobilière. Nous avons plusieurs intérêts à faire ça en tant qu'investisseur immobilier. Cela suppose bien évidemment que l'on dispose de l'épargne nécessaire pour faire cet apport. Ceci étant, l'épargne à l'heure actuelle, qui est placée ou non sur des comptes bancaires dans des produits financiers, est très faiblement rémunérée. Donc le premier avantage, c'est de pouvoir utiliser son épargne qui ne rapporte quasiment rien pour l'injecter dans un projet qui, par hypothèse, sera beaucoup plus rentable, puisque grâce à cet apport, on va lever de la dette et donc l'effet de levier n'a plus rien à voir avec le placement qui rapporte 1 ou 2%. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que cet argent qui est prêté à la société civile immobilière, celle-ci va pouvoir le rembourser à l'associé qui a fait l'apport en compte courant d'associé dès qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas besoin d'attendre plusieurs années et de devenir bénéficiaire pour pouvoir rembourser l'apport, vous permettant ainsi de vous reconstituer votre épargne pour faire ce que vous voulez, réaliser un autre projet, utiliser l'épargne pour d'autres choses, voyager, que sais-je encore. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, petite précision utile pour ceux qui nous regardent, ce remboursement n'est pas fiscalisé. Et oui, évidemment, c'est votre propre argent qui est déjà dans votre patrimoine. Donc par hypothèse, il a déjà subi l'impôt, vous le prêtez simplement à votre SCI. Donc quand elle vous le rembourse, il n'y a aucune raison que ce remboursement soit soumis à de l'impôt. Effectivement, une option très intéressante. Merci beaucoup pour la clarté, surtout de tes explications. C'est vraiment rare d'avoir quelqu'un qui est aussi précis et clair. Une autre question qui m'a souvent été posée. Est-ce que je peux mettre ma résidence principale dans une SCI? Ah, voilà. Alors ça fait un petit peu partie de ce que j'appelle les fausses bonnes idées de l'immobilier. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre sa RP, résidence principale, dans la SCI? Eh bien, en fait, je serais tenté de te dire, ça dépend. Voilà. Ça dépend de plusieurs paramètres. Il m'est arrivé de constituer des SCI spécifiques, que j'appelle la SCI forteresse, pour sécuriser un bien immobilier au sein d'une SCI lorsque le propriétaire de la résidence principale est par exemple un chef d'entreprise qui par ailleurs va se porter caution. Il y a de lourds engagements en termes de risque. Sa société fait faillite, que fait la banque? Elle vient le chercher sur son patrimoine personnel et donc potentiellement sur sa résidence principale. Depuis quelques années, les entrepreneurs, au sens large du terme, qu'ils soient en société ou entrepreneurs individuels, disposent de mécanismes
qui permettent de sécuriser de plus en plus ce genre de biens que l'on détient. Néanmoins, il arrive encore que pour diverses raisons, des investisseurs souhaitent acheter leur résidence principale via une SCI. Alors, bonne idée, mauvaise idée. Je dirais que cela peut être une bonne idée dans l'hypothèse où votre résidence principale sera dans une SCI à l'IR, impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que dans cette hypothèse, eh bien, vous vous contenterez de l'acheter via la SCI. Peut-être que vous le ferez dans une optique de transmission de patrimoine à vos enfants, ce qui est tout à fait envisageable. Et il pourrait être intéressant pour éviter ce qu'on appelle l'indivision, qui est un terme juridique qui désigne la situation dans laquelle plusieurs personnes achètent un même bien en commun en nom propre, c'est le régime de l'indivision. Eh bien, pour éviter ce régime d'indivision qui, à vrai dire, n'est pas très commode à gérer et présente nettement plus d'inconvénients que d'avantages, on va constituer une SCI qui sera à l'IR. En revanche, première mauvaise idée, c'est de se dire, comme encore parfois je le vois, lorsque j'achète ma résidence principale, je ne peux rien déduire. Je ne peux pas déduire les intérêts d'emprunt, je ne peux pas déduire mes travaux, ma taxe foncière. Donc, comme je me dis que je suis un petit peu plus malin, je vais constituer une société civile immobilière et après tout, celle-ci va me louer le bien et du coup, elle pourra déduire tout ce que je viens de citer. Alors là, c'est aussi une grosse croix parce que le fisc a éventé cette ruse depuis de très nombreuses années. C'est jugé, c'est archi jugé. Si vous faites ça, vous ferez plaisir au fisc qui se fera lui-même un plaisir de vous redresser en vous infligeant au passage de lourdes pénalités. Donc, mauvaise idée. Si vous voulez détenir une ERP dans une SCI, il faut qu'elle soit à l'IR et en plus que vous n'en tiriez aucun avantage fiscal. Deuxième idée, c'est de loger la résidence principale dans une SCI à l'IS, impôt sur les sociétés. Là, je suis beaucoup plus partagé également sur cette idée. Pourquoi? Avantage, c'est que si on fait ça, et à condition de verser un loyer égal au prix du marché à la société civile immobilière, on pourra déduire les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les travaux. Ça peut paraître intéressant au premier abord, qu'en dis-tu? Je ne suis pas persuadée. Tu te doutes bien qu'il y a une petite chose qui se cache derrière. Oui, forcément. Oui, c'est ça. Ouais. Tout le monde le ferait. Non, non, Eh oui, eh oui. Eh bien, l'inconvénient majeur de cette stratégie, c'est qu'en logeant sa résidence principale dans une SCI à l'IS, on perd cet avantage énorme qu'est la possibilité de revendre sa résidence principale en étant exonéré d'imposition sur la plus-value. Lorsque votre SCI à l'IS potentiellement va revendre ce qui constitue la résidence principale, la SCI à l'IS sera imposée suivant le régime des plus-values de l'IS. Donc, vous voyez, vous détenez un bien en nom propre ou via une SCI à l'IR qui est votre résidence principale. Vous l'achetez 200 000, vous le revendez 3 ans 500 000. Si c'est votre résidence principale actuellement, c'est une niche fiscale très intéressante puisque vous ne paierez aucun impôt sur la plus-value. En revanche, si vous avez cru que c'était une bonne chose de la mettre dans une SCI à l'IS, là, vous êtes fait piéger car votre imposition sera celle de 15 à 26,5% actuellement sur la plus-value lors de la revente par la SCI. Et en plus, pour récupérer l'argent, ce qui est mon hypothèse de base quand on revend sa résidence principale, eh bien, vous subirez soit le prélèvement au réel, soit la flat tax à 30%. Donc, grosso modo, plus vous attendrez en plus, plus le montant de la plus-value sera important. Par conséquent, je déconseille en règle générale de loger sa résidence principale dans une SCI à l'IS. C'est la même chose lorsqu'on parle d'opérations un petit peu mixtes, où on va me dire, j'achète un ensemble immobilier à l'IS via une SCI à l'IS, il y aura des locatifs et de la résidence principale. Là aussi, il ne faut pas tout mélanger, ne faites pas ce genre de choses. Je crois qu'il y a deux autres soucis avec la RP logée dans une SCI. Tu me confirmes si c'est toujours d'actualité. C'est qu'on perdra également l'abattement fiscal de 30% lors de la fiscalité dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Et également, en termes de succession, on n'aura pas l'avantage du dernier survivant. Je pense qu'il y a aussi un souci là-dessus.
Oui, effectivement, le Conseil constitutionnel a jugé il y a à peu près un an et demi de cela, que si vous détenez votre RP via une SCI, quel que soit son régime fiscal, IR ou IS, vous ne bénéficiez malheureusement pas de l'abattement de 30% pratiqué lors du calcul de l'entrée et ensuite du paiement de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. L'inconvénient pour le conjoint survivant dans une SCI qui détient la résidence principale peut être très facilement contourné en faisant ce qu'on appelle un démembrement croisé de parts sociales, qui est une technique qui va permettre de transmettre au conjoint survivant l'intégralité de l'usufruit des parts de la SCI. Donc, il pourra continuer à jouir du logement sans difficulté. Donc là, c'est un petit peu plus technique, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va être une vidéo d'1 heure et demie. Mais dans ce cadre-là, disons qu'il y a des techniques juridiques qui permettent d'éviter certains écueils du droit des successions. Très bien. Donc, à mon sens, tout compte fait, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je pense globalement, sauf situation tout à fait particulière, qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à loger sa RP dans une SCI. Le dernier inconvénient, dirais-je, c'est que pour les gens qui font de la SCI à l'IR pour la RP en se disant qu'ils vont transmettre, je suis plus pour la transmission a priori d'autres biens immobiliers locatifs que de la RP. Pour moi, la RP, c'est un petit peu, lorsqu'on a la chance d'être propriétaire, une réserve de valeur qu'on doit garder pour ses vieux jours, dans l'hypothèse où on devrait, par exemple, aller dans une maison de retraite, une maison médicalisée, que sais-je encore, et où les revenus de retraite ne suffiraient pas à payer la pension de ce genre d'établissement qui peut être très cher. Et donc, dans ce cas-là, on sera bien content de détenir sa résidence principale pour pouvoir éventuellement la vendre, récupérer le cash en franchise d'imposition grâce à l'exonération de plus-value sur la résidence principale et ne pas être à la charge de ses enfants en termes de dépendance. Donc, cette réserve de valeur, transmettez-la en dernier ressort, à mon avis. Je te rejoins complètement, Dimitri. Une question qui revient également très, très souvent. Qu'est-ce que je dois créer? Une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS? Les grandes Oui, lignes, juste. SCI à l'IR, impôt sur le revenu, SCI à l'IS, impôt sur les sociétés. Tout va changer suivant le régime fiscal que vous allez choisir. La SCI à l'IR ne pourra faire déjà que de la location nue. Comme ça, c'est relativement simple. Je sais qu'il existe une petite tolérance de 10% pour faire du meublé. C'est une tolérance théorique. En pratique, je ne rencontre jamais d'investisseur qui s'amuse à jouer sur son chiffre d'affaires pour savoir s'il peut acheter un bien en meublé par rapport à 10 ou 15 autres en nu. Voilà, ça concerne une frange minime d'investisseurs. Donc, gardez en tête sur le principe que la SCI à l'IR, c'est pour faire de la location nue exclusivement. Si vous faites de la location meublée, votre SCI passera volontairement ou non à l'impôt sur les sociétés. Pour une raison très simple. L'IR correspond à la location nue parce que la location nue, c'est le régime fiscal des revenus fonciers. Donc, c'est une fiscalité personnelle. L'IS va correspondre au meublé parce que le meublé a une fiscalité commerciale qui est celle des bénéfices industriels et commerciaux. Petite précision d'Etelina pour les futurs créateurs de SCI. Attention, la location de biens immobiliers en France, fût-elle meublée, est une activité civile. Le Conseil constitutionnel a rappelé ce principe dans une décision de février 2018. Il existe une polémique sur la location courte durée qui se rapprocherait d'une activité commerciale, la Cour de cassation allant même jusqu'à parfois qualifier cette activité de commerciale, ce qui, à mon sens, est en contradiction flagrante avec l'arrêt du Conseil constitutionnel, sachant que c'est la plus haute autorité juridictionnelle en France. Donc, il y a une polémique. Du coup, si on garde en tête néanmoins que le principe, c'est que l'allocation de biens, y compris meublé, est une activité civile, on voit bien que ça cadre parfaitement avec une SCI à l'IS, activité civile, location meublée, régime fiscal IS des sociétés, qui correspond au caractère commercial du régime fiscal de la location meublée. Donc, pour répondre peut-être par anticipation à une autre question très souvent posée, est-ce que je peux faire du meublé dans une SCI sans aucune difficulté dès lors que le régime fiscal est celui de l'impôt sur les sociétés? Et voilà les deux grands critères de différenciation entre les deux régimes fiscaux. À noter toutefois, et précision importante, c'est que le régime fiscal de l'IS permet de faire
indifféremment tout ce qu'on veut comme type de location dans la SCI à l'IS. Si on fait du nu, ça sera la fiscalité de l'IS quand même. Si on fait du meublé, ça sera la fiscalité de l'IS. Si on fait de la location de locaux commerciaux avec des beaux commerciaux, ce sera la fiscalité de l'IS. Donc la SCI à l'IS est extrêmement polyvalente. Et c'est l'un des attraits majeurs de ce type de fiscalité en société. Alors, est-ce que cette SCLIS est faite pour tout le monde? Il me semble que si on vend nos parts ou si on veut liquider le patrimoine qui est dans cette SCI, ça devient beaucoup moins intéressant. Au premier abord, oui. Alors, je vais aborder la question de la vente des parts que tu viens d'évoquer à l'instant. La vente des parts en SCI à l'IS est ce que j'appelle une fausse bonne idée. J'entends souvent des gens me dire, oui, mais au lieu que la SCI revende le bien avec une grosse plus-value, sur laquelle je vais venir dans un instant, je vais revendre les parts. C'est beaucoup plus intelligent. Je vais avoir un abattement lors de la revente des parts, en plus social de la SCI. Je vais faire ça, je suis plus malin. Ben oui, mais un malin, malin et demi. L'investisseur qui va racheter les parts va vous demander le plus souvent une grosse décote. Pourquoi? Parce que votre bien aura été amorti pendant plusieurs années dans la SCI. Donc, s'il rachète des biens d'une SCI, il ne lui restera au sein de la SCI que la durée d'amortissement restante pour les biens logés dans la SCI. Alors que s'il crée une nouvelle SCI et qu'il rachète les biens, il repart sur une pleine durée d'amortissement. On voit bien qu'il perd un avantage fiscal majeur de la SCI en rachetant les parts. Et donc, dans ce cas-là, s'il perd cet avantage, il va vous demander une décote sur la valeur des parts sociales. Premier écueil. À titre personnel, je n'achèterai pas de parts de SCI. Je dirais non, non, moi, vos parts ne m'intéressent pas, j'achète votre immeuble. Voilà. Deuxième écueil, c'est lorsque vous rachetez des parts d'une SCI, potentiellement, vous rachetez le passif caché de la SCI. Si vous avez un contrôle fiscal 3 ans après et qu'à cette occasion, le fisc s'aperçoit que le gérant précédent et les associés précédents ont fait n'importe quoi, ont bidouillé la comptabilité, ont fraudé, ça va retomber sur qui? Pas sur les anciens, sur les nouveaux propriétaires et sur la SCI elle-même. C'est ce que j'appelle le passif caché, ce qui conduit les acheteurs à se prémunir en insérant des clauses dites de garantie de passif. Donc, ça nécessite plus d'ingénierie juridique, ça nécessite une vraie expertise des comptes de la société par un expert comptable. Tout ça est complexe et ça va durer, la garantie de passif, sur plusieurs années. Vous voulez dormir tranquille? Faites simple. Constituez une SCI toute neuve et rachetez le bien immobilier. Et troisième écueil, malgré tout, si vous persistez à vouloir vendre vos parts de SCI, eh bien, encore faudra-t-il trouver un acheteur capable de les acheter. Parce qu'une banque va financer un achat immobilier sur 20 ou 25 ans, mais elle ne va pas financer un achat de parts sociales de SCI sur 20 ou 25 ans, et certainement pas via un crédit immobilier. Donc là encore, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un acheteur. Fausse bonne idée, la revente des parts. Revenons sur ce que tu disais, la SCI veut revendre et liquider son patrimoine immobilier. Effectivement, le régime fiscal applicable sera celui de l'IS sur la plus-value, et cette plus-value sera très importante puisqu'on aura prix de vente moins le prix d'acquisition, lui-même minoré des amortissements pratiqués pendant 5, 10, 20, 30 ans. Au bout de 30 ans, il ne restera plus comme valeur d'acquisition diminuée des amortissements que la valeur du terrain. Donc on aura une grosse plus-value imposable. Et cette plus-value imposable sera imposée l'année de la revente comme du résultat d'exploitation à 15, puis 26,5, peut-être 25 dans un futur proche, pour cent. Et enfin, lorsqu'on voudra récupérer l'argent, on sera imposé soit au mécanisme du réel, sur lequel je ne vais pas insister, mais quand vous voulez vous verser des dividendes, faites toujours le calcul réel ou flat tax, sous réserve de modifications ultérieures de la loi, évidemment. Donc, calcul, calcul, calcul. Vous investissez dans l'immobilier, faites du calcul avec des outils adaptés. Et donc, disais-je, potentiellement, si on opte pour la solution qui est la plus simple, mais qui n'est pas toujours la meilleure, flat tax à 30%, ça veut dire que vous aurez votre SCI va payer 15 à 25 et vous-même, ensuite, pour récupérer l'argent, vous paierez potentiellement 30%. Grosso modo, au bout de 30 ans, la SCI laisse la moitié de l'argent sur la table. Voilà, de la plus-value. C'est pour ça que tu as raison. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas intéressant. En fait, c'est un mauvais raisonnement. Plutôt que de se dire quand je vais revendre, il devrait se dire si la SCI revend. Et le si change tout. Je conseille toujours aux gens, vous voulez loger des biens dans une SCI,
loger en priorité des biens qui n'ont pas vocation à être revendus. Et tu as des enfants, j'ai des enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons anticiper la transmission du patrimoine en faisant du démembrement de part sociale et en transmettant la nue propriété aux enfants, en conservant les revenus locatifs via l'usufruit. Et donc, dans ce cas-là, en cas de transmission, il n'y a pas de problématique de revente et de plus-value. Très bien. Donc, si on pense avoir besoin de revendre des biens d'ici quelques années, il vaut mieux acheter en nom propre. Par contre, si on est dans une logique de constitution de patrimoine et de transmission, c'est la SCI qui est... C'est exactement ça. Alors, je n'ai pas le temps, dans le cadre de cette vidéo, de rentrer dans toutes les subtilités. Il peut y avoir certains cas très précis, et je vais en citer un. On peut néanmoins, sachant qu'on va revendre dans 2-3 ans, acheter en SCI à l'IS. C'est le cas, par exemple, où non seulement on sait qu'on va revendre, mais où on sait qu'on ne va pas utiliser cet argent pour le consommer, et donc on n'aura pas besoin de se le reverser en subissant 30% de flat tax. On va laisser l'argent dans la SCI, et cette plus-value, qui sera imposée de 15 à 26,5, soit moins que l'imposition des particuliers, puisque l'imposition des particuliers, rappelons-le, est de 36,2 pendant les 5 premières années de détention d'un bien. Donc 36,2 d'impôt sur la plus-value. En SCI, on sera donc moins imposé les premières années. On n'aura qu'une toute petite base d'amortissement. Et si cet argent est destiné à être logé dans la SCI pour être investi par la SCI, finalement, on s'aperçoit qu'on aura peut-être intérêt à acheter directement via une SCI à l'IS. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut passer d'une SCI à l'IR à une SCI à l'IS et vice-versa? Je pense que la législation a évolué ces dernières années. Tout à fait, Détélina, et je vois avec plaisir que tu te tiens au courant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Méfiez-vous aussi des blogs pas à jour, des fausses informations qui traînent sur des vieux trucs sur Internet. Adressez-vous pour ça à des professionnels. Donc, on peut tout à fait passer de l'IR à l'IS. Attention, en fonction du moment où vous allez exercer cette option, vous aurez des conséquences fiscales sur un éventuel calcul de plus-value. Et on peut inversement repasser de l'IS à l'IR pour les SCI créés récemment, et ce pendant un délai maximum de 5 ans à compter, alors je ne sais plus si c'est à compter de la création, ça sera à compter de la création si l'option est exercée dès la création, sinon je pense que c'est à compter de l'option si jamais elle est exercée ultérieurement. Autant je vois l'intérêt de passer de l'IR à l'IS, autant pour l'instant, je n'ai pas bien vu l'intérêt de passer de l'IS à l'IR, puisque ça déclenchera potentiellement une imposition sur la plus-value éventuelle. Donc, n'espérez pas, via ce genre de passage, revenir sur la plus-value des particuliers à l'IR. Le fisc y a pensé, il ne fait pas ça pour vous faire plaisir et vous octroyer un avantage fiscal. D'accord? Donc, c'est théoriquement possible, mais très concrètement, la majorité des passages se fait de l'IR vers l'IS. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Dimitri. Une dernière question pour clore un peu cette interview très très riche en informations. On entend de plus en plus souvent parler du holding, de l'ultime outil miracle pour défiscaliser. Or, est-ce que tout le monde peut se permettre? Est-ce que tout le monde est éligible? Et à partir de quel seuil de patrimoine? Éventuellement, on peut se poser la question. Tu as raison, encore une fois, c'est l'outil miracle qui en réalité n'en est évidemment pas un. Cet outil sera adapté vraiment pour les investisseurs déjà, à mon sens, chevronnés, donc qui ont pas mal de patrimoine, et il est adapté dans un cas bien particulier. C'est pour moi l'hypothèse où vous disposez d'une société commerciale qui dégage de confortables profits, et plutôt que de vous verser ces profits par ce qu'on appelle par le bas, c'est-à-dire en nom propre, via une imposition sur les dividendes, vous allez créer une structure holding. L'holding, qu'est-ce que c'est? Rappelons une définition. C'est tout simplement une société qui a pour vocation de prendre des prises de participation dans d'autres sociétés en dessous d'elle, avec des régimes fiscaux différents, intégration fiscale, régime Murphy, peu importe. Donc, cette holding va prendre une participation dans la société commerciale. On va créer de l'autre côté une ou plusieurs autres branches d'investissement pures, des SCI par exemple. On va faire transiter la trésorerie via la holding vers les sociétés civiles immobilières par exemple.
Et là, on aura une imposition qui ne sera non plus de 30 en dividendes en nom propre, mais de 2 à 3% suivant le régime fiscal choisi. Et si c'est l'intégration fiscale, ça sera encore plus intéressant. Donc voilà, on a le cadre global. Alors on pourrait se dire, j'ai une grosse SCI qui dégage beaucoup de cash, je peux réinvestir via la holding dans d'autres SCI. Pourquoi pas? Je rencontre assez rarement ce genre de cas. Pour moi, c'est particulièrement adapté aux personnes qui sont dirigeants d'une entreprise qui dégage beaucoup de cash. Et à partir de quel patrimoine? Je n'ai pas vraiment de chiffres à donner. Mais disons que si vous avez 2 ou 3 studios et une colocation, créer une holding n'a aucun sens. Ça a du sens vraiment quand vous voulez devenir entrepreneur et que vous voulez optimiser dans le cadre d'un groupe de sociétés ce genre de choses. Attention aussi, on fait parfois miroiter les avantages de transmission dans ce qu'on appelle le pacte Dutreil pour des holdings qui auraient diverses sociétés civiles immobilières en dessous d'elles. Le Dutreil ne s'appliquera pas dans les groupes de sociétés à prépondérance immobilière. D'accord? Donc, il faudrait que la société commerciale soit plus importante en valeur. Je ne rentre pas dans les détails non plus, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais soit plus importante en valeur pour donner les grandes idées que le pôle immobilier pour être éligible à un régime de transmission dit Dutreil qui présente de gros avantages pour les descendants de l'investisseur. Tout ça est complexe et lorsque vous abordez ces sujets, encore une fois, faites-vous conseiller par des pros, avocats, experts comptables, notaires, le cas échéant. Ça ne s'improvise pas et le droit est une matière éminemment complexe. C'est une matière qui change sans arrêt. Le droit évolue chaque jour. Il y a de nouvelles lois, de nouveaux décrets chaque jour. La réglementation fiscale, alors elle est particulièrement foisonnante. Lire le BOFIP peut paraître une idée intéressante quand on sait ce que c'est que le BOFIP, qui est le bulletin officiel des finances publiques, qui est la doctrine administrative en matière d'impôt. Très sincèrement, une fois sur deux, je ne comprends pas ce que je lis quand j'essaye de le lire. Alors, peut-être que je suis un peu plus bête que d'autres avocats, je ne sais pas, mais en tout cas, blague mise à part, c'est quelque chose dans lequel on va croire qu'on comprend certaines choses, on va les comprendre de travers et ça va amener à faire des bêtises. De la même façon que je ne m'improviserai certainement pas en décorateur d'intérieur ou en maçon, ne vous improvisez pas en juriste. Le droit, c'est un métier, l'expertise comptable, c'est un métier, le métier de chasseur de biens, c'est un métier. Donc, il ne faut pas tout mélanger et croire qu'on peut tout faire soi-même. Voilà. Exactement. Un immense merci pour tous ces conseils précieux qui, je pense, nous ont fait gagner énormément d'argent, d'énergie et quelques années de doute. Justement, se faire accompagner par un professionnel tel que Dimitri est inestimable. Je sais que tu es aux côtés de particuliers, de chefs d'entreprise, d'investisseurs. Où est-ce qu'on peut te trouver, Dimitri? Vous pouvez me retrouver alors, très simplement sur mon site internet. Pour ça, vous tapez dans Google Dimitri Boujard, avocat. Vous allez immanquablement voir mon nom apparaître dans les résultats de recherche. Donc, j'ai un site internet un petit peu de contact qui détaille mon activité. Vous pouvez me retrouver également très simplement sur Facebook. Je suis joignable relativement simplement par Messenger. J'ai une page professionnelle, cabinet d'avocats des Boujards. Je suis également présent sur ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur. Et j'administre un groupe avec des amis, d'autres modérateurs, des professionnels du droit notamment, mais pas que, qui s'appelle Jurissimo Invest, que je vous invite bien évidemment à rejoindre. Il suffit de répondre à 3 questions et d'accepter les règles du groupe, ce qui me paraît franchement un effort minimum pour bénéficier d'informations et de réponses à des questions par des pros de l'immobilier dans un groupe Facebook gratuit. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort simplement de répondre aux questions et d'accepter les règles du groupe. En plus, je vois tout de suite que quand on fait cet effort minimum, il y a un petit peu d'engagement et ça m'incite évidemment à fournir toujours plus de contenu. Je poste régulièrement des actualités, je commande des décisions de jurisprudence très importantes pour les investisseurs. J'essaye de faire en sorte, non pas de vous délivrer une information sur le dernier indice pour l'indexation des baux commerciaux qui finalement intéresse une petite frange d'investisseurs qu'on trouvera très simplement sur Google, mais plutôt sur de l'analyse de textes qui sortent de décisions de jurisprudence, de questions pratiques pour les investisseurs. Et également, n'hésitez pas à suivre mon actualité,
puisque vous aurez bientôt l'occasion d'avoir accès à un nouveau produit que je développe à destination des investisseurs immobiliers qui veulent arrêter de perdre du temps à chercher sans arrêt les dernières réglementations pour être sûr d'être à jour, de ne pas faire de bêtises, etc. Effectivement, c'est assez précieux et rare d'avoir des conseils juridiques de la part d'un avocat, mais aussi qui a la double casquette d'investisseur chevronné qui est en plus très actif sur les réseaux et qui développe sa propre chaîne YouTube, ce qui est un emploi à part entière. Oui, Dételina, tu le sais bien. Vraiment, merci, mille fois merci d'avoir accepté cette invitation et je suis persuadée que notre public ressort avec énormément d'astuces et tout simplement que quelques fausses bonnes idées se sont évaporées puisque la SCI n'est pas l'outil suprême, la holding n'est pas non plus l'outil suprême. Il faut aller en détail, en profondeur, en finesse et pour ça, je vous conseille de se faire accompagner par un professionnel tel que Dimitri. Merci Dételina, c'était un plaisir de partager ces quelques instants avec toi et j'espère qu'à nous deux, nous aurons pu éviter à certains investisseurs de commettre des erreurs qui peuvent vraiment être parfois très coûteuses. Exactement, c'est notre objectif à tous les deux. Je mettrai tes coordonnées en description de cette vidéo. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire. Vous pouvez également télécharger mon bonus Créer un gain d'exception où vous trouverez des astuces, un retour d'expérience pour créer aussi une plus-value en normes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je développe lors des prochaines vidéos et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expériences et interviews avec des personnes très, très intéressantes et qui ont du vécu sur le terrain et lors de leurs expériences professionnelles. Merci, à très vite. Merci, à bientôt.